Bonjour tout le monde. Dans le cadre de la série des cours du module physique des composants semi-conducteurs 1, destiné principalement aux étudiants de Master 1 microélectronique, nous allons aujourd'hui aborder un premier cours sur les composants électroniques à base de matériaux semi-conducteurs. Tout d'abord, ici, quelques références ici à consulter en cas de besoin. L'exposé d'aujourd'hui porte sur la jonction PN. Donc, le plan de l'exposé est constitué des points essentiels suivants. Donc, nous allons commencer par donner la définition de ce composant et les paramètres et ses paramètres de base. On passera par la suite à décrire ou à donner les différentes composantes du courant, que ce soit en polarisation directe ou inverse. Et on présentera par la suite la caractéristique IV de ce composant et aussi les approximations retenues pour ce composant en régime permanent. Et on donnera par la suite le procédé, un aperçu sur le procédé technologique de réalisation de la jonction PN. Et on finira cet exposé par donner quelques variantes de la jonction PN et quelques applications. Tout d'abord, concernant la définition de ce composant, donc on dit qu'il y a jonction dans un cristal semi-conducteur lorsque ce cristal contient un excès de donneur, c'est-à-dire la région N d'un côté, et un excès d'accepteur, c'est-à-dire de l'autre côté, c'est-à-dire la région P. La région P. Le plan de séparation entre les deux régions s'appelle plan de la jonction. Il faut noter que la réalisation de ce composant ne se fait pas plutôt, la réalisation de ce composant se fait sur le même semi-conducteur et non pas par la juxtaposition de deux cristaux, l'un de type P et l'autre de type N. Donc, sur le même substrat, on dope une région avec des accepteurs pour avoir la région de type P et l'autre région, la dope, avec des donneurs pour obtenir la région ou le côté 1. En pratique, enfin, pour les composants qu'on achète sur le marché, donc ils se présentent comme l'illustre cette figure ici. Donc ici, le composant, les deux électrodes qui permettent sa polarisation. L'anneau de ce côté, elle représente la cathode. Dans les schémas électriques, donc on représente la diode qui est à base d'une jonction PN par une flèche limitée par un trait vertical qui représente la cathode. Une fois les deux régions sont dopées type 1 d'un côté et type P de l'autre côté, donc suite aux lois, au phénomène de diffusion, donc il va y avoir diffusion des électrons de la région N vers la région P et des trous de la région P vers la région N. Et suite à cette diffusion, donc on va avoir la formation d'une zone dépourvue de porteurs libres qui s'appelle la zone de charge d'espace. Cette région est constituée des atomes donneurs fixes chargés positivement
et des accepteurs fixes chargés négativement. Donc, par exemple, les atomes de phosphore qui sont le donneur qui dope la région 1, donc quand ils perdent leur électron, ils deviennent des charges des ions positifs. Par contre, les ions accepteurs, tels que le bore, par exemple, qui dope la région 1, donc quand il reçoit, quand il piège un électron, donc elle devient des ions négatifs. Et donc, cette région formée par ces ions des donneurs d'un côté et des accepteurs de l'autre côté s'appelle la zone de charge d'espace. À l'équilibre, c'est-à-dire la condition W1 qui vérifie, c'est la polarisation nulle. Elle est clairement nulle. Donc, lorsqu'on parle d'une jonction à l'équilibre, c'est-à-dire, on veut dire que la jonction n'est pas polarisée, elle n'est pas soumise à un rayonnement extérieur. Suite donc à l'apparition de la zone de charge d'espace, donc ils s'établissent dans ce composant un profil des charges, un profil des champs électriques qui est dû à ces charges d'espace et donc un profil de potentiel. Et par conséquent, donc, il y a une courbure de bande donc, qui va apparaître ici au voisinage de la jonction. Pour calculer la densité des porteurs libres dans chaque région, donc dans la région N, si on travaille à la température ambiante, donc la densité d'électrons est pratiquement égale à la concentration des donneurs. Par contre, les trous qui sont dans la région N des minoritaires, donc, et leur concentration peut être déterminée à partir de la loi de l'action de masse. Donc, on sait que la concentration des électrons par la concentration des trous est égale au carré de la concentration intrinsèque. On peut appliquer cette loi ici puisque la jonction est considérée à l'état d'équilibre. De même, dans la région P, donc, les porteurs majoritaires sont des trous, donc, dont leur concentration est égale à celle des accepteurs. Par contre, les électrons qui sont des porteurs minoritaires du côté P, donc, leur concentration va être calculée à partir de la loi d'action de masse. Donc, ici, en supposant bien sûr que tous les donneurs et les accepteurs sont ionisés. Donc, la charge d'espace dans chacune des régions de la jonction s'écrit les données par cette expression. Donc, toujours les charges, elles sont dues aux donneurs ionisés positivement, aux accepteurs ionisés négativement, aux trous chargés positivement et aux électrons chargés négativement. Et cette expression, on la simplifie selon la région où on étudie où l'étude se fait. Il est à noter qu'en raison de la présence dans la zone de charge d'espace d'un champ électrique intense, donc la densité de porteurs libres dans cette région est négligeable. Donc, c'est-à-dire dans la zone de charge d'espace, on considère que la concentration des porteurs libres est négligeable devant la concentration des donneurs et des accepteurs ionisés. Les paramètres de la jonction à l'équilibre, donc
il y a le potentiel de diffusion, c'est-à-dire la barrière qui s'établit entre la région N et la région P. Elle est donnée par cette expression, donc le VB, le built-in voltage ou le potentiel de diffusion est égal à VT qui est KT sur E, Ln produit des concentrations des donneurs et des accepteurs sur le carré de la concentration intrinsèque. Concernant les largeurs ou l'extension de la zone de charge d'espace des deux côtés, donc son extension du côté N est donnée par cette expression. Par contre, son extension du côté P, elle est donnée par cette expression. Vous voyez qu'elle dépend des concentrations et des permittivités électriques du semi-conducteur. Et la largeur totale de cette zone de charge d'espace est donnée par cette expression. Donc, ces expressions sont données par rapport à une jonction PN à l'équilibre. Maintenant, si on polarise la jonction PN en direct, donc les formules sont les mêmes, sauf que la barrière va être, donc la barrière va diminuer d'une quantité égale à la tension appliquée. Donc, la barrière va devenir VB moins VF ou VF, c'est la polarisation appliquée à la jonction PN. Donc, les deux régions se rétrécissent et de même pour la largeur totale de la zone de charge d'espace. Par contre, en polarisation inverse, donc la barrière va augmenter, donc l'extension des deux régions va donc croître, va augmenter. Et de même pour la largeur de la zone de charge d'espace. Concernant le schéma équivalent dans le cas de la polarisation directe, donc la jonction PN est équivalente à deux capacités en parallèle et en parallèle aussi avec une conductance. Donc, cette capacité est due à la zone de charge d'espace et la deuxième capacité est due de diffusion qui est due à la diffusion des électrons du côté P et du côté N. Et cette conductance, donc elle schématise la conductance des deux régions et la zone de charge d'espace. Par contre, en polarisation inverse, donc il n'y a pas donc la barrière est importante, donc la conductance est pratiquement nulle, donc c'est comme un circuit ouvert. Et la capacité de diffusion n'apparaît pas parce que ici, il n'y a pas de diffusion des porteurs des deux côtés de la jonction PN. Donc, ce qui reste, c'est la capacité de la zone de charge d'espace donnée par cette expression. D'autres paramètres pour la jonction PN polarisée en inverse. Donc, il y a le champ max qui apparaît à travers la zone de charge d'espace et la tension de claquage, c'est-à-dire représente la tension à partir de laquelle la jonction PN sera détruite.
il y a un autre paramètre qui est appelé le facteur multiplicatif parce que lorsque la jonction PN est polarisée en inverse, donc il y aura quelques porteurs qui sont générés ici dans la zone de charge d'espace et qui seront accélérés par le champ électrique qui règne ici dans cette zone. Donc, il peut, donc quand ce champ est intense, donc il peut créer ou ioniser des atomes dans cette zone. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle facteur multiplicatif, parce que un courant, un électron accéléré peut arracher un autre électron, et les deux électrons vont arracher deux autres électrons, donc, et on aura un effet multiplicatif. Et donc, c'est la raison pour laquelle on l'appelle un facteur multiplicatif qui conduit à l'avalanche de la zone de la jonction pi. Donc, dans l'étude de la jonction PN, donc on la partage en plusieurs zones. Il y a une zone de charge d'espace, donc située au voisinage du plan de la jonction, et deux zones de diffusion de recombinaison situées de part et d'autre de la zone de charge d'espace. Donc, la zone de diffusion recombinaison située dans la région P neutre correspond à la zone de diffusion recombinaison des électrons venant de la région N. Donc, lorsque les électrons diffusent vers la région P, donc ils vont diffuser et se recombiner dans cette zone. C'est la raison pour laquelle elle est appelée zone de diffusion recombinaison des électrons. Par contre, la zone de fusion recombinaison située du côté dans la région N, elle correspond à la zone de diffusion recombinaison des trous venant de la région P. Donc, les trous, quand il arrive ici, et il diffuse et se recombine avec les électrons qui sont majoritaires dans ce cas. Pour le courant électrique d'une jonction PN polarisée en direct, donc, nous avons une composante due aux recombinaisons dans la zone de charge d'espace dite courant de recombinaison. Donc, vous avez ici la région N. Dans la région N, il y a une grande concentration d'électrons et dans la région P, une grande concentration de trous. Donc, compte tenu des lois du phénomène de diffusion, des lois de la diffusion, donc il va y avoir un courant, donc une diffusion des trous de la région P vers la région N et la diffusion des électrons de la région N vers la région P. Et ces électrons, il se trouve qui diffusent d'une région à l'autre, donc ils vont se rencontrer. S'ils se rencontrent ici dans la zone de charge d'espace, donc on parle d'un courant de recombinaison dans la zone de charge d'espace et son expression est donnée par cette formule ici. Il y a deux autres composantes, donc les trous qui arrivent à passer à travers la zone de charge d'espace et à atteindre la région 1. Donc, ils diffusent et se recombinent ici. Donc, ils vont ils vont créer une composante dite de diffusion, un courant de diffusion. De même, les électrons de la région N qui arrivent à atteindre la zone P, donc ils vont diffuser, après se combiner ici, donc ils vont créer la deuxième
composantes. Ces deux composantes vont créer un courant total appelé courant de diffusion donné par cette expression. Donc, il y a trois composantes. Une composante de recombinaison dans la zone de charge d'espace et deux composantes de diffusion-recombinaison des deux côtés dans la somme de ces deux-là dans un courant, le courant de diffusion totale. Lorsqu'on polarise la jonction PN en inverse, donc il va y avoir aussi différentes composantes. La première composante, c'est le courant de diffusion des porteurs minoritaires dus aux électrons de la région P et aux trous de la région N. Donc, ici, la région P, donc les porteurs majoritaires sont les trous, mais il y a quelques porteurs minoritaires qui sont les électrons. De même, la région N, dans la région N, les porteurs majoritaires sont les électrons, mais il y a quelques porteurs minoritaires qui sont les trous. Et donc, ces électrons situés près de la zone de charge d'espace, donc quand ils arrivent ici, donc ils sont, ils passent, donc, ils sont happés par le champ électrique, ils passent dans l'autre région et les électrons passent dans l'autre région, donc et on va avoir un courant appelé courant de diffusion des porteurs minoritaires. Il y a une autre composante qui est due à la génération thermique des paires électrons-trous dans la région de la zone de charge d'espace. Donc, la génération thermique arrive à créer quelques paires d'électrons-trous ici, et donc le champ électrique il fait passer les électrons d'un côté et les trous de l'autre côté. Donc, on va avoir une deuxième composante appelée courant de génération thermique. Il y a une troisième composante appelée courant de fuite superficielle. Donc, c'est dû aux impuretés et imperfections de la surface. Ce courant, l'expression de ce courant n'est pas encore connue, mais bon, il existe. Donc, il y a des liaisons non saturées, il y a des impuretés ici à la surface, donc, qui sont à l'origine de cette troisième composante. Lorsqu'on trace la caractéristique U de V pour une jonction PN, donc on obtient une courbe qui a cette allure. Donc, on constate que dans le régime inverse, pour des tensions négatives, donc, la jonction ne fait pas passer le courant jusqu'à une tension max, appelée la tension de claquage. Par contre, lorsqu'on la polarise en direct, donc bon, le courant est faible au départ, puis il commence à augmenter. Et donc, ça, c'est le régime direct qui est un régime passant. Donc, grosso modo, on peut dire que la jonction PN est passante dans le régime direct et elle est bloquante dans le régime inverse. Et c'est cette propriété qui fait de la jonction PN un dispositif redresseur et qui est à la base de son utilisation dans pas mal d'applications qu'on va voir par la suite. En régime permanent, c'est-à-dire sous une polarisation continue, donc il y a trois approximations qu'on peut retenir pour une jonction PN.
Donc, la première approximation considère que la jonction est passante et bloquante en inverse et passante dans le régime direct. La deuxième approximation, c'est que bon, on garde le régime bloquant pour la polarisation en inverse, mais on introduit une batterie en série avec la diode qui représente la jonction PN. Donc, qui a introduit un certain retard pour l'apparition de la conduction. La troisième approximation, qui est le plus réaliste, donc on schématise la jonction PN par la mise en série d'une résistance et d'une batterie. Et donc, ça, c'est l'approximation la plus réaliste. Concernant le procédé technologique de réalisation de la jonction PN, il y a différentes techniques. Il y a la technique alliage, la technique de diffusion thermique qui est largement utilisée. Il y a la technique ou la méthode épitaxiale. Il y a l'implantation ion. Donc, ici, on a donné le procédé de réalisation en utilisant la technique de la diffusion thermique. Donc, dans ce cas, on procède de la façon suivante. Donc, on prend une plaquette de silicium de type N ou de type P. Bon, ici, on a pris la plaquette au départ de type N. Et on oxyde sa surface pour la protéger avec une couche d'oxyde de silicium. Et puis, bon, avec un procédé de lithographie, on ouvre une petite fenêtre ici, à travers laquelle donc, on dope cette région avec des dopants à l'inverse au dopant du substrat. Ici, donc, cette région est dopée de TP. Et après, donc, aussi par un procédé de lithographie, donc on ouvre deux ouvertures, une sur cette région qu'on vient de doper un type P et une autre sur la région N, et on réalise deux contacts métalliques pour avoir donc cette jonction PN entre les deux régions. Et donc, ces deux métaux constituent les deux électrodes des composants. Bon, maintenant, on va voir d'autres variantes de diodes à base d'une jonction PN. Il y a la diode Zener. Donc, contrairement aux diodes conventionnelles qu'on vient de décrire, donc les diodes Zener sont conçues de façon à laisser également passer le courant inverse, mais ceci uniquement si la tension à ces bornes est plus élevée que le seuil d'avalanche. Donc, la diode Zener, elle fonctionne dans cette région, autour d'une tension qui est située autour de la tension d'avalanche. Ce seuil de tension inverse, qui est appelé tension de Zener, il varie dans une large gamme de tension. Il peut aller de 1,2 volts à plusieurs centaines de volts. Ça dépend des applications.
Il faut noter que pour certains diodes de Zener, on leur associe, on réalise un troisième broche ou électrode qui permet de régler cet effet d'avalanche. Il y a aussi un autre type de diode, c'est la diode tunnel. Donc, c'est une diode à base de jonction PN. Donc, la différence avec la diode conventionnelle, c'est que les deux, le dopage des couches PN est si important que la tension de claquage est égale à 0 volts, comme vous le voyez ici. Donc, en inverse, la diode tunnel conduit. Mais l'application de la diode tunnel n'est pas en inverse, mais plutôt, les applications intéressantes sont du côté direct. Donc, dans le régime direct, l'effet tunnel se produit. Il donne à la caractéristique élevée de cette diode une zone où l'augmentation de la tension, comme vous voyez ici, donc, lorsqu'on augmente la tension, donc au lieu de monter comme au départ, mais il diminue, donc, il y a une diminution de courant dans cette région, et cela donne une résistance négative, et c'est ça qui fait que la diode tunnel a des applications importantes dues à cette résistance négative. Il y a aussi une autre variante de la diode à base d'une jonction PN, c'est la diode électroluminescente ou la diode LED en anglais. C'est light emitting diode. Donc, cette diode électroluminescente est un dispositif optoélectronique qui est capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Donc, lorsqu'elle est polarisée en direct, donc elle émet un rayonnement. Donc, bon, elle ne conduit pas dans le sens inverse. Bon, ce n'est pas intéressant pour ce type de diode, mais on l'exploite dans le régime direct. C'est là qu'elle peut émettre de la lumière. Elle peut produire un rayonnement monochromatique, voire polychromatique non cohérent. Et ce, à partir de la conversion d'énergie électrique due à la polarisation en rayon. Et cette LED a des applications dans l'affichage. Ça, c'est l'essentiel concernant un peu la jonction PN et les différents diodes à base des jonctions PN. Ici, on termine par quelques applications de la diode d'injonction. Donc, une des applications les plus répandues pour une diode à jonction PN, c'est le redressement et détection des signaux RF. Donc, on exploite le fait qu'elle est bloquante dans le sens inverse et conductrice dans le sens direct. Donc, on peut redresser le courant alternatif. On peut l'utiliser pour stabiliser la tension. C'est la diode Zener. On a vu que pour des variations importantes pour le courant, il y a une faible variation de la tension. Donc, elle peut être utilisée pour stabiliser la tension aux bornes de la tension de claquage. On peut ici aussi l'utiliser pour produire une capacité commandée par une tension. Donc, puisque une jonction PN a une capacité est associée à la zone de charge d'espace. Donc, en changeant la polarisation, on peut changer cette capacité, obtenir la valeur adéquate pour l'application envisagée. Et on peut aussi, il y a un type
de diodes appelées diodes d'impact pour utiliser dans les appareils à haute fréquence. Et aussi avec la dioténale, on peut aussi fabriquer des oscillateurs. On peut aussi, avec une diode à jonction PN, réaliser des photodétecteurs et des détecteurs nucléaires, parce qu'une jonction PN polarisée en inverse, donc elle ne conduit pas, et quand elle est bombardée par rayonnement ou des particules, donc il va y avoir création de paires électron-trous, et donc apparition d'un courant, ce qui permet de détecter ce rayonnement ou ces particules. Une des applications les plus importantes actuellement, c'est son utilisation comme cellule solaire. On peut l'utiliser aussi pour réaliser un thermomètre, mais un peu l'inconvénient, c'est que la gamme des températures qu'on peut mesurer est limitée dans la gamme moins 50 jusqu'à 150 à peu près. C'est dû aux propriétés physiques du matériau. Le silicium ne peut pas aller au-delà de 150 degrés C. Le germanium a moins, il ne peut pas dépasser 80-85 degrés C. Donc, bon, c'est fiable, mais la gamme d'utilisation est limitée. Voilà, grosso modo, un peu ce qui concerne la jonction PN et son utilisation comme composant appelé diode.